Vous me dites que là, Bayrou, il est en audition depuis 5 heures, qu'il n'y a eu même pas eu de pause pour aller dîner, il n'y a même pas eu de suspension. Ça va être intéressant. Vas-y, on mate ça. Une mission d'inspection académique a été diligentée dans l'établissement Beauramo, anciennement Bétaram. Ce rapport est accablant. Il identifie, je le cite, une rupture dans le circuit de signalement et confirme que les informations sensibles circulent en interne sans être systématiquement remontées aux autorités compétentes. Il va faire exprès de parler lentement et faire des digressions hors sujet. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que ça dure depuis 5 heures. Il relève que les enseignements relatifs aux valeurs de la République sont peu développés, voire absents. Il pointe des atteintes à la liberté de conscience et l'interdiction faite aux élèves en toutes circonstances d'aller aux toilettes pendant les cours. Ces conclusions accablantes, Monsieur le Premier ministre, qui révèlent le caractère persistant de certaines violences faites aux enfants dans cet établissement, ont été rendues il y a maintenant près de 6 semaines. Avez-vous pris, Monsieur le Premier ministre, des mesures suite à leur publication? Je n'ai pas à prendre des mesures, c'est la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que tu as pris des mesures là-dessus? Ah ben c'est pas moi, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Mais tu es le chef du gouvernement. Les ministres, c'est les gens qui sont en dessous de toi. Tu leur donnes des ordres en fait. C'est toi qui es censé genre coordonner l'action du gouvernement en fait. Donc oui, tu as des mesures à prendre. Ne serait-ce que, je sais pas, foutre la pression à ton ministre de l'enseignement peut-être. Voire le mettre sous tutelle. Parce que parfois les premiers ministres peuvent aussi prendre en charge un dossier qui normalement est dévolu à un de leurs ministres et se mettre en priorité sur tel ou tel sujet. C'est aussi le rôle du Premier ministre. Donc oui, il avait des trucs à faire. Je suis prof, si je laissais faire, mes élèves iraient 10 minutes au WC toutes les 20 minutes. Tu vois quand même qu'il y a une différence entre interdire aux élèves d'aller aux toilettes et les laisser entièrement faire. Tu es prof, tu sais que dans une classe, il y a des négociations verbales de « Oh, arrête, y es déjà allé tout à l'heure ». Sérieusement, et que bah parfois t'as des gens qui ont besoin d'y aller. C'est une question de dignité aussi, l'accès aux toilettes. Et puis de toute façon, au pire, tes élèves, ils ont la flemme de suivre le cours, ils ont la flemme de suivre le cours. De toute façon, qu'ils aillent aux toilettes ou qu'ils fassent des petits dessins sur leur carnet et qu'ils t'écoutent pas, ce sera la même chose. Bon, une différence entre laisser un élève aller 10 minutes aux toilettes et laisser un élève se faire tabasser par un curé dans un placard, mais je suis pas pro. Non, mais surtout là, ce dont parle Paul Vanier quand il met à jour le rapport de l'inspection, etc. C'est pas juste que les profs étaient chiants sur leurs élèves qui allaient aux toilettes, c'est qu'il y avait une interdiction pure et simple. C'est qu'en fait, il y avait une privation d'un accès quand même à la dignité, qui est l'accès aux toilettes, quoi. J'ai vu un élève se pisser dessus à cause de ça. Bah oui, genre c'est un truc de... Il y a une différence entre négocier avec ses élèves et être en mode bon allez te fous pas de ma gueule et de la maltraitance. Je suis prof à l'université, j'enseigne le droit en TD, je rappelle toujours à mes élèves que même les prisonniers de guerre peuvent pas être privés d'un accès aux commodités, donc comme j'entends mieux les traiter, ils peuvent sortir sans justifier. Bah oui, ça fait partie des mépris quotidiens un peu de la dignité qui font passer un mépris plus général des droits humains, quoi. Après on va dire oh là là, les droits de l'homme, c'est permettre aux gens de pisser, vraiment, ça va un peu trop loin, les profs ils doivent faire... Vous avez déclaré, s'agissant de la difficulté des victimes à s'exprimer sur cette question des violences, je vous cite, Monsieur le Premier ministre, pourquoi les victimes elles-mêmes ne disent rien? C'est cette question-là dont je trouve qu'elle doit nous hanter. C'est une question profonde, une question très complexe. Mais Monsieur le Premier ministre, n'est-ce pas une façon d'éluder, comme j'ai le sentiment que vous l'avez fait toute cette soirée, la question des responsabilités, celle de la communauté éducative, celle des tutelles administratives, religieuses parfois, celle des pouvoirs publics, celle des autorités politiques, jusqu'au plus haut niveau de l'État, qui peuvent être témoins de violence. Ok, donc là, ça va être toutes les questions de Vanier qui dit quand t'es témoin de violence, t'as une responsabilité, et Bayrou qui va dire non, c'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres en dessous de moi qui ont merdé, moi, c'est pas ma faute. Bah oui, normalement, quand les autres en dessous de toi ils merdent, bah toi, t'es le dernier recours, justement. Et le dernier recours. Je vois exactement, et c'est pas la première fois dans cette séance, la stratégie qui est la vôtre. Vous voulez, en partant de cette affaire, essayer de créer une situation dans laquelle vous obtiendriez le gain politique d'un affaiblissement, c'est déjà fait. De ce point de vue-là, ça a été terriblement efficace. Et peut-être d'une disparition du gouvernement. Il se trouve que je ne partage pas... Et les gosses qui se sont fait violenter, ça ce sentiment. Je n'ai pas l'habitude d'éluder mes responsabilités, mais je n'ai pas l'habitude de priver les membres du gouvernement de leurs responsabilités. Je crois avoir fait depuis le début le contraire. Et du coup, tu les as sanctionnés? Tu leur as donné des ordres? Tu leur as donné des priorités? Ah, bah non, t'as rien fait du coup. Bah, il fallait qu'ils prennent leurs responsabilités, on sait pas, what the fuck. Arrête pas d'attaquer la fille, bah c'est pas pour rien qu'il a pris le bouquin La Meute, hein. Mais c'est bien, ça le décrédibilise. Ça montre que... Enfin bon, est-ce qu'il est besoin d'être plus décrédibilisé que ça? Là-dessus, il a pas tort, hein. Mais ouais, ça montre qu'il est complice, quoi. Il montre d'autant plus sa complicité qu'il élude les questions et qu'il y répond pas et qu'il dit « Oh là là, c'est une cabale contre moi ». Attends, d'accord. J'ai une dernière remarque, vous en ferez ce que vous voudrez, Monsieur le Premier ministre, mais je veux, en conclusion de cette audition, et en revenant sur la façon dont vous vous en êtes pris à Madame Gulung, à cette enseignante lanceuse d'alerte,
qui a eu Ah. la force, le courage Ah. de dénoncer les violences terribles dont elle était témoin. Vous avez ce soir, après d'ailleurs que votre entourage, dans la presse ces dernières semaines, se soit aussi attaqué à elle, qualifiant de délire dangereux ses propos, vous en êtes pris à cette femme, à cette lanceuse d'alerte. Je dois relever que à Châlons-en-Champagne, à Riaumont, à Bétaram, à chaque fois, ce sont des femmes seules qui, à chaque fois, sont calomniées, comme ce soir, vous avez calomnié Madame Gulung. Ce sont ces lanceuses d'alerte qui sont la cible de ceux qui veulent entretenir l'omerta. Et comme nous sommes regardés ce soir, Monsieur le Premier ministre, par des victimes, par des collectifs de victimes qui se sont constitués au moment où nous créions notre commission d'enquête. Parce que nous sommes regardés ce soir par des hommes et des femmes qui peut-être s'interrogent sur leur volonté de devenir à leur tour des lanceurs Il a raison. d'alerte. Et puis c'est l'aspect de structure aussi, parce que comme les métiers du care, comme les métiers de la reproduction, on va dire, donc c'est-à-dire l'éducation, l'enseignement, le soin, sont des métiers énormément féminisés. Pourquoi ils sont féminisés? Parce qu'ils sont méprisés. Donc c'est, comment dire, il y a une corrélation dans le capitalisme patriarcal entre les deux. Bah, du coup, ça fait que les personnes qui sont en situation de prendre soin en fait en bout de course, les personnes qui sont en situation d'être témoins des maltraitances, etc., sont majoritairement des femmes. Donc cet effet de structure aussi s'applique comme ça, quoi. Je veux leur dire que la représentation nationale, les députés que nous sommes, cette commission d'enquête parlementaire, fera tout pour les protéger, fera tout pour que ces crimes soient dénoncés, quel que soit au fond le mépris, l'arrogance, l'insulte parfois que vous avez manié à leur destination. Je comprends que vous vous sentiez mal, parce que c'est toute votre stratégie qui, ce soir, toute cette fin d'après-midi, s'est effondrée parce que des preuves ont été apportées. Alors je comprends que ça ne soit pas agréable, surtout après avoir, pendant des semaines et des semaines, conduit de manière incroyablement agressive et insultante Vraiment en mode tu m'attaques parce que j'ai raison. Tu m'attaques parce que c'est moi qui suis dans le vrai en fait. T'as plus rien à dire, du coup voilà, c'est vraiment. l'agression contre moi. Donc je comprends que vous vous sentiez mal. Wow. Mais excusez-moi de vous dire, je n'ai jamais insulté personne. Simplement, quand je découvre Mais que des je affirmations n'ai jamais insulté personne. Mais sont non seulement fausses, mais impossibles, je répète qu'il y a 4 ans de distance entre la disparition du père Caricart et la prise de fonction de Madame Duquesne dans son établissement. malheureusement, parce que c'est pas que le père Caricart qui faisait des dingueries. Toutes les accusations, sans exception, dont vous avez fait votre fonds de commerce. Ce qu'il a dans la main, c'est une pierre de. C'est une pierre de relaxation qu'il a dans la main. C'est quoi son galet? C'est un quartz pour réguler ses chakras. Milliers d'interventions, de tweets, d'affirmations, de demandes de démission, tous les jours. Moi, je n'avais aucun moyen de me faire entendre, parce que je n'avais aucune preuve, aucun élément et aucune enceinte dans laquelle je pouvais me faire entendre. Et je pense que lorsqu'on est injustement attaqué, agressé, insulté, soupçonné, on a le devoir de se défendre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai rien contre aucune des personnes que vous avez nommées. Non mais vous comprenez, il était Premier ministre, il n'avait aucun moyen de se faire entendre. Il a été silencié, il a été cancel, il a été banni, il ne pouvait pas parler en tant que Premier ministre. Comment pouvait-il faire face à tout cela? Bon, ok, il y avait les questions au gouvernement où il a menti à répétition. Puis il y avait les plateaux télé aussi où il a menti à répétition. Puis il y avait les médias qui l'interrogeaient aussi où il a menti à répétition. Puis il y a les enquêtes qu'il a pas menées aussi. Mais vraiment, il pouvait pas comment peut-il faire valoir sa version des faits, voyons? Surtout qu'on a la preuve claire que le gars a eu les infos sur les agressions et qu'il a rien fait, c'est une dinguerie de mytho comme ça. Oui, mais en fait, c'est tout son truc. Je pense que du coup, ce que je crois comprendre de la défense qu'il a eu jusqu'ici quand il dit oui, vous avez eu la preuve que c'était des mensonges, etc., ça a été de nier à chaque fois en bloc finalement sa connaissance des faits, alors même qu'on a la preuve qu'il avait la connaissance des faits. Enfin bref, c'est. Je ne peux pas laisser la vérité être à ce point rayée de la carte. Mais après, c'est le problème, c'est que du coup, quand tu es insoumis, tu peux pas faire une commission d'enquête, tu seras toujours renvoyé. Mais en fait, c'est un mépris aussi des droits de l'opposition, quoi. Parce que je reviens sur le truc de oh là là, vous voulez faire tomber mon gouvernement, etc. Oui, alors tu sais, ils veulent même prendre le pouvoir et remplacer le président par un insoumis, en fait. Donc, enfin, je dis ils ont. Donc, c'est un truc de. En fait, ce qu'il reproche à la France insoumise, c'est d'être dans l'opposition. Concrètement, ça veut dire que l'opposition ne peut pas mener de commission d'enquête parce que comme c'est l'opposition, elle a un intérêt à faire tomber le gouvernement, etc. Et je trouve que ça pose un précédent assez grave sur le mépris démocratique en fait et le mépris
du respect théorique, hein, du respect théorique qui est censé être dévolu à l'opposition. On avait déjà la preuve que de toute façon, ils s'en battent les couilles de l'opposition, tout ce qu'ils font, c'est la museler. Et en vrai, on le voit d'autant plus qu'à l'époque, je veux dire, avant Macron, généralement, le camp qui était à la présidence avait généralement le luxe d'avoir une assemblée nationale unanime de son côté. Donc, en gros, tu étais élu président, tu avais la majorité à l'assemblée, donc tu pouvais te foutre la gueule de l'opposition parce que de toute façon, tu avais suffisamment de gens, etc. Mais à partir du moment où Macron, les trois blocs qui commencent à se distinguer, etc., et particulièrement après Macron 2022, on voit d'autant plus le mépris de l'opposition parce que c'est la première fois que l'opposition, précisément, peut prétendre, on va dire, à un véritable rôle de contre-pouvoir, ou du moins mettre sérieusement en danger la minorité slash majorité relative du gouvernement. Donc forcément, on le voit avec beaucoup plus de violence, mais bon, on va pas non plus se leurrer sur le fait que c'était déjà le cas, que le mépris de l'opposition, etc., quoi. Vous avez dit une phrase dans une des réponses aux questions de mes collègues, qui est que cette commission, elle serait là pour se servir des victimes comme arme politique pour vous détruire. Je ne crois pas avoir joué ce rôle depuis le début de cette commission d'enquête. Oui, et l'avantage, c'est qu'elle, comme elle est macroniste, elle peut dire « Ah non, mais moi, je ne veux pas faire tomber le gouvernement vu que je suis avec vous, mais par contre, je pose les mêmes questions. » Donc bon, c'est aussi ça l'outil, mais bon. Je crois qu'au contraire, avec des objectifs politiques qui sont certes très différents, avec mon co-rapporteur Paul Vannier, nous avons mené un travail avec les collègues de la commission extrêmement sérieux, de récupération de tous les documents qui étaient évoqués parfois par la presse de façon partielle, d'audition de plus de 140 personnes. Elle défend Vannier, oui, elle le défend, mais après, c'est pas la première fois que... Elle fait étalage d'un travail en bonne intelligence avec Vannier, etc. Oui, là-dessus, oui, elle le défend. Il y a des commissions d'enquête où les rapporteurs s'entendent pas trop, ou du moins il y a un peu du bif entre les rapporteurs. La commission d'enquête sur l'Arcom, c'était typiquement ça, tu vois. Tu avais d'un côté Saint-Toul, qui était très droit dans ses bottes, en mode bon, on va vraiment les questionner, etc. Et Quentin Bataillon, voilà, qui était clairement en plus du côté des chaînes privées. Mais par exemple, dans la commission d'enquête sur l'organisation des élections, on a un petit peu plus ça. Dans le travail qu'a fait Léaumont sur les drogues, pareil avec un macroniste, il y avait aussi un petit peu plus ce respect mutuel et ce truc de bon, bah, on avance mutuellement vers une voie de dépénalisation, slash légalisation, comme on le sent, avec des accords sur comment on le fait, quoi. Il y a des commissions d'enquête où les deux co-rapporteurs sont pas d'accord, mais tu as aussi des commissions d'enquête où t'as beau pas être du même bord politique, il y a quand même une forme de camaraderie qui se développe et en tout cas de convergence des intérêts, pas des intérêts sur le long terme, bien sûr, mais des intérêts concrets pour la commission. Nous en sommes à 45 signalements au procureur sur le fondement de l'article 40. Nous recevons des témoignages tous les jours. Oui, parce que rappel, article 40, ça veut dire que globalement, tu es tenu de faire un signalement quand tu es au courant d'un truc, et particulièrement quand tu es élu, dépositaire de l'autorité publique, etc. etc. Donc, Bayrou est d'autant plus condamnable que globalement, pendant tout le déroulement de cette affaire, il était élu de quelque chose, donc il était d'autant plus responsable de saisir l'article 40. Je crois que ce qui doit nous guider, c'est les étapes qui continuent après votre audition. Bien sûr, les actions de la ministre de l'Éducation. Elle a d'ailleurs, dès le début de la commission d'enquête, annoncé un plan d'action ambitieux qui s'appelle le plan Brisons le silence, qui comprend des questionnaires qui sont en train d'être testés actuellement. Nous avons pu le vérifier avec les inspecteurs que nous avons auditionnés. Ces questionnaires sont pas bazardés, on va apprendre des dingueries. Ah ben... Je ne peux qu'oser formuler l'espoir que ces questionnaires ne soient pas bazardés, mais quand on connaît le degré d'omerta du début à la fin de la chaîne de l'éducation. Enfin, j'espère que ça va un peu mettre fin à l'omerta et que ça va pousser. Mais bon, je ne peux qu'avoir de l'espoir. Dans cette audition, à la fois au début de votre audition et dans une réponse à notre collègue, vous avez évoqué les problématiques de violences sexuelles vécues par des enfants, commises par des adultes ayant autorité dans d'autres domaines. On pense au périscolaire où nous sommes saisis aussi de signalements qui ne sont pas aujourd'hui dans le périmètre de notre commission d'enquête. Donc ma question, c'est au niveau interministériel, au-delà des actions déjà annoncées par Madame Borne, est-ce que vous avez une réflexion collective? Est-ce que vous avez entamé des choses dans les domaines que vous-même vous avez évoqués au début qui sont plus larges que notre commission d'enquête? Donc en mode, est-ce que au niveau de la coordination entre les ministres, vous avez mis en place d'autres trucs que ce qu'on a mentionné avec les questionnaires, machin, quoi. En gros, est-ce que vous avez coordonné le gouvernement pour apporter une réponse satisfaisante, quoi? Genre, ça recoupe un peu la question de Vannier de bon, qu'est-ce que tu as fait en tant que Premier ministre, mais elle la précise un peu. Je voudrais corriger votre impression. Je ne vous ai jamais attaqué. J'ai attaqué le gauchiste qui est à côté de vous. Vous, je vous ai pas attaqué. Nous sommes du même bord politique, madame. Oui, quand même, le changement de ton, quand même. Hein. De la part de M. Vannier, les innombrables déclarations, propos, tweets, dont le but... Ça, c'est vraiment...
L'Insoumis, il a tweeté. J'ai juste critiqué les tweets de l'Insoumis parce que les Insoumis, ils font que tweeter d'abord. J'ai lu la meute. Bon, la commission d'enquête, il la traite de menteuse tout de même. Ah oui, de fou. Il se cache derrière le fait que, comme Vanier, c'est le mec pas respectable de la commission d'enquête parce que c'est un méchant insoumis. Il se cache derrière le fait que, ah non, mais moi, c'est contre Vanier que j'en ai parce qu'il veut instrumentaliser. Mais vous, Madame Spilbou, pas du tout, etc. Alors que oui, il la traite comme une merde depuis le début aussi, quoi. Il suffit de lire la presse ce matin, tous les journaux ce matin et hier, et tous disent voilà, c'est là, c'est le rendez-vous, c'est là qu'on va voir. Il joue son mandat ce soir, il joue sa responsabilité ce soir, et devant la commission. Il a pris le seum que Vanier dise que Bayrou joue son mandat ce soir. Bah oui, je veux dire, oui, tu es potentiellement en partie responsable, même largement responsable, de toute la culture de l'omerta qui est dénoncée par les victimes. Donc oui, tu joues ta place, oui. Et en plus, je pense que ça chiffonne d'autant plus Bayrou que Macron, il est un petit peu en mode bon, il commence à me faire chier le Bayrou, quoi. Je crois que nous avons pu faire la preuve, date par date, fait par fait, insinuation par insinuation, que c'était faux. En tout cas que tout est faux. L'accusation principale, je rappelle la première phrase de M. Vanier. Tout n'est pas faux. Qui n'a pas l'air content d'être mis en cause, mais je veux dire, c'est lui qui a mené le combat. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avez-vous protégé les pédocriminels de Bétarame? Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école de Bétarame, Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles? Bon, ben c'est pas la même phrase, on est d'accord. C'est pas pourquoi avez-vous protégé les pédocriminels, c'est pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves victimes de pédocriminels. Il y a une petite différence, je sais pas si tu vois la nuance, Bayrou. Subtile, certes. C'est pas les mêmes phrases exactement. Après, si tu l'as entendu comme ça, c'est tes oreilles qui te jouent des tours, hein. C'est peut-être ton problème, hein. Voilà. Cette imputation-là, pour moi, depuis le 11 février, ça a servi de cadre à la campagne que vous avez construite, menée, nourrie, parfaitement décrite dans le livre qui vous est consacré, c'est-à-dire les trolls, les reprises d'éléments de langage, avec un seul but, cibler la personne qu'il faut détruire. Et vous faites ça, ce livre explique, y compris dans vos rangs. Donc il suffit de lire ce livre pour avoir une idée précise de ces choses-là. Bah après, vous me direz, pour quelqu'un qui ment, prétend avoir des preuves qu'il n'a pas, et fait de l'instrumentalisation politique, ça m'étonne pas qu'il ait kiffé le bouquin, hein. Lorsque une manœuvre, une campagne à ce point injuste et infondée est menée, alors il est légitime de se défendre. Madame Spilbou, ce n'était pas vous qui étiez ciblée. Belaïch et Olivier Perrou servent d'argument pour ne pas défendre les élèves victimes de pédocriminalité. Félicitations à eux. Bah, d'un point de vue fonctionnel, c'est à ça que ça sert les attaques contre... Si on sort de la question de pédocriminel, etc., mais c'est concrètement à ça que servent les attaques contre la France insoumise. Ça permet de dépolitiser et mettre sous le tapis toutes les questions politiques de fond qui sont posées par la France insoumise, par ses programmes, par ses campagnes, etc. Quant à la question que vous avez posée, la proposition que j'ai faite, elle n'intéresse pas seulement l'éducation nationale. Je répète, j'ai proposé qu'on regarde si on ne pouvait pas transplanter en France la loi qui a été votée le 8 avril en Allemagne, qui met en place une autorité qui touche tous les secteurs à la fois. J'ai dit école, j'ai dit culture, j'ai dit sport, et puis il y a toute la question des familles, des violences intrafamiliales, et notamment sexuelles intrafamiliales, en disant donc une autorité et deux conseils, un conseil scientifique et un conseil des victimes. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui permettrait et qui mériterait de donner leur place à tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, qui n'ont pas la voix qu'on a essayé à certains moments de leur rendre ce soir. Parce que pour moi, je répète, il y a le combat politique. Dieu sait que les Français pensent aujourd'hui que le combat politique, il n'est pas très joli. Il y a le combat politique et il y a le combat pour les vrais qui comptent. Bah, c'est un combat politique. Le combat pour les vrais qui comptent. C'est ça la politique en fait. La politique, c'est pas des bouquins de merde mal écrits par des journalistes avec des rumeurs. En fait, la vraie politique, c'est la vie des gens. Ces garçons et ces filles, simplement, qui n'ont pas droit à la parole, pas parce qu'on leur donne pas le droit, mais parce qu'ils n'osent pas le prendre. Oui, bien sûr. En fait, c'est les victimes qui n'osent pas parler, c'est pas le reste des structures autour d'eux qui leur est intime de se la fermer. Oui. Et avec une telle compréhension de la réalité de la pédocriminalité, on va aller loin avec son super conseil scientifique.
Pour poursuivre sur cette question, je comprends que vous avez une idée que vous évoquez ce soir et nous aurons aussi des propositions à l'issue de ce rapport qui sera rendu à la fin du mois de juin. Ah oui, parce qu'un rappel, hein, son truc de on va faire un conseil indépendant, etc., c'est pas un truc qu'il a commencé à mettre en place. C'est un truc de ah, on pourrait faire ça. Hop, allez, je vous propose l'idée. Écrivez-le dans votre rapport. Voilà, c'est pas un truc qu'il a vraiment rêvé. Bref, c'est un truc qui a été gratté par son cabinet pour faire genre il avait réfléchi quoi. Est-ce qu'il y a déjà des actions intergouvernementales mises en route? Donc c'était plus ça précisément ma question. Rappelle quand même, il a fallu poser 3 fois cette question. Hein. Paul Vanier a posé la question, Bayrou lui a dit oui, attends, la meute. Elle a posé une deuxième fois, il a dit ah, on pourrait faire ça. Et la troisième fois, il dit bon, est-ce que t'as pris des décisions là déjà? Depuis que c'est sorti, depuis qu'on sait. C'est pas compliqué. Est-ce que tu as fait quelque chose? Vous avez cité vous-même le plan qu'avec Elisabeth Borne, nous avons développé Brisons le silence, qui est un plan qui cherche à vérifier, par exemple, les internats de ces écoles par un questionnaire tous les 3 mois. Je pense que passer de la culture du silence, certains disent de l'omerta, je ne crois pas que ce soit le cas, mais du silence, du couvercle de silence pesant. Il croit pas que c'est l'omerta, il est pas sûr. Tu sais, il se dit non, omerta, je sais pas. Vous croyez? Bon, ça m'a pas l'air trop ça, non, je sais pas. Non, je préfère dire la culture du silence, pas de l'omerta. C'est pas pareil, ouais. C'est synonyme. En fait, quand tu mets culture du silence, ça décrit le système d'omerta. Un système d'omerta, c'est un système qui organise le silence, donc c'est la culture du silence. Donc c'est juste qu'il a du mal avec le mot parce que c'est un mot un peu fort, quoi. Tout à l'heure, il disait ne pas se mêler de ce que faisait la ministre de l'Éducation, il avait participé au nouveau plan. Ah, mais c'est vrai ça. C'est vrai que tout à l'heure, il disait ah non, mais moi, c'est pas ma responsabilité, c'est la ministre qui doit faire ça. Et il dit oui, j'ai participé à ce super plan pour briser l'omerta. Donc. D'accord. Culture du silence, c'est les victimes qui parlent pas, l'omerta, c'est organisé par les bourreaux. Ah, je suis pas trop d'accord. Pour moi, quand tu mets culture du silence, ça inclut aussi l'intériorisation par les victimes de la contrainte à ne pas parler, mais aussi de l'organisation par les bourreaux de cette bonne intériorisation des victimes. Enfin, de s'assurer que le contrôle du silence soit bien intériorisé par les personnes. Donc ça rentre aussi... Pour moi, c'est un peu pareil, j'avoue. Vous anticipez depuis le début de l'année 2025 ce sujet de l'adaptation des moyens à cette problématique majeure qui sort de façon plus forte qu'elle n'est sortie les dernières années. Du coup, vous avez fait signer un budget ultra austéritaire, mais du coup, la thune pour... garantir que les super plans que vous allez mettre en place soient suivis et que les associations aient les moyens de suivre et que l'État ait les moyens de suivre, vous allez le financer ou pas? Parce que là, quand même, on n'a pas de thune en fait. Vous avez réduit toute la thune, surtout dans l'éducation, donc on va la mettre où cette thune? On comprend qu'il y aura une trentaine de postes d'inspecteurs dès la rentrée 2026 en plus, mais aujourd'hui il y a déjà une soixantaine de postes non pourvus liés au manque d'attractivité de ce corps d'inspection. Mais attends, ils ont ouvert 30 postes d'inspecteurs hein, à l'échelle de la France. 30 postes. Attends, ils ont cassé la tirelire. Waouh. Être prêt pour la rentrée, c'est un vrai défi. Donc sur ces deux sujets, est-ce que vous estimez que ça doit être travaillé et qu'on auditionnera Madame Borne, ou est-ce que vous avez déjà un point de vue à nous partager sur la question des moyens derrière ce défi des violences, et je dis pas que sexuelles, physiques, psychologiques, faites aux enfants par des adultes dans le encadrant? J'ai nommé quelqu'un pour qui j'ai une très grande estime, Sarah El Haïry, au commissaire à l'enfance, et elle est précisément en train de travailler. On a fait une réunion ensemble. Elle est précisément en train de travailler sur ce sujet. Ah ben. Si Sarah El Haïry sur le coup, alors on est rassuré. Non mais attendez, dites pas ça le chat parce que sinon vous allez être accusés d'être des méchants insoumis qui veulent faire tomber le gouvernement quand même. C'est pas bien. Pardonnez-moi de dire, il y a l'enfance placée. Perrine Goulet est là. C'est pas un hasard si nous travaillons en stéréo sur ces sujets-là. Je pense qu'il n'y a pas seulement la question des moyens. Vous avez rappelé à juste titre où nous en étions du point de vue des moyens budgétaires. Mais il y a la question de penser une réflexion, une action, une politique, une direction. Je pense qu'on est, oui, en situation d'apporter des réponses qui ne s'enferment pas uniquement dans le cadre strict scolaire. Un enfant ne se découpe pas. Donc là, il a dit, oui, on lance un truc aussi avec l'enfance, les enfants placés, parce que c'est pas que l'école, donc faut faire un plus gros truc. Et faut pas découper les enfants. Voilà, c'est pas bien de découper les enfants. Mais vous inquiétez pas, on va faire un truc
plus large, mais on sait pas trop quoi, on y travaille et on comprend mieux que vous les problématiques. Et pour terminer, monsieur le Premier ministre, vous évoquez madame Sarah El Haïry. Nous avions envisagé de l'auditionner et nous y avons renoncé parce que dans la feuille de route dont nous avons eu connaissance, le sujet de la lutte contre les violences n'est pas inscrite dans sa feuille de route. Ah, là elle est en train de dire c'est pas ses prérogatives, c'est pas sa responsabilité la lutte contre les violences. Bah du coup elle est pas concernée. Parce que du coup c'est toi qui du coup tu dis elle va lutter contre les violences alors qu'elle est pas censée lutter contre les violences. Donc qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu respectais les prérogatives de tes ministres. Je comprends pas trop. On imagine que ça va faire évoluer sa feuille de route au regard de tout ce qu'on échange ce soir, de Oui. l'élargissement. Du coup, en fait, du coup, la question c'est, du coup, tu vas faire évoluer ses prérogatives. Tu vas changer la feuille de route. C'est en gros qu'est-ce que tu dois faire en tant que ministre, quoi. Donc tu vas faire changer sa feuille de route, vu que là, tu es en train de la charger d'une question qui a rien à voir avec les violences. Et Mais attendez. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette dinguerie? Comment ça, la haute commissaire à l'enfance n'a pas dans sa feuille de route la lutte contre les violences? On se pose 2 secondes sur cette dinguerie que la meuf qui est censée s'occuper des questions d'enfance, c'est sa feuille de route là, ce qui dit le truc qui dit qu'est-ce que tu dois faire dans ton job, il y a pas la lutte contre les violences. Et on va nous faire croire que c'est ce gouvernement qui va mettre en place des super plans. Bah oui, tu m'étonnes que les insoumis ils veulent te dégager en fait. Cassandre sur le principe qu'il y a des violences faites aux enfants alors que les violences sont interdites. Ah mais c'est vrai, oui. Les violences sont interdites par la loi, du coup, pourquoi oui. Fallait lutter contre la baïa, il y avait plus de place sur sa feuille après. Bah en vrai, c'est un petit peu ça. Hein. Écoutez, c'est assez simple. Je suis prêt à compléter sa feuille de route par une lettre de mission qui inclut dans les missions de Sarah El Haïry, elle, au commissaire à l'enfance, la question de la lutte contre les violences. Ah merci. Je suis prêt à faire une lettre pour dire qu'elle doit s'occuper des violences envers les enfants. Bah putain, mais heureusement. Genre, il a fallu qu'il se fasse auditionner pendant 5 heures dans une commission d'enquête sur Betaram, mais pas que, pour qu'ils disent « Ah, c'est vrai que le haut-commissaire à l'enfance, je vais lui demander de s'occuper des violences. » Genre, je n'avais pas pensé avant, merci. Oh là 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 là. Eh, comme quoi, les auditions, ça compte. Ça sert à quelque chose, les commissions d'enquête. Il va faire une lettre pour dire Sarah El Haïry, tu dois t'occuper des violences maintenant, voilà. Parce que les enfants, bah voilà, ils en vivent aussi, je savais pas, mais maintenant on l'a découvert. J'ai parlé pendant 5 heures à des députés, ils m'ont appris ça. Tellement d'insultes contre lui dans ma tête. Ah non, mais pareil. Il est fort en affaires, 5 heures pour ça. Ah ben, ardu négociateur. Du coup, on n'a pas regardé non plus tout le truc. Il n'y a pas un florilège de ces dingueries. Bah, il y a Ulysse qui a fait un trade. Attendez, hop. Monsieur le Premier ministre, le 11 février dernier, ici même à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré, je vous cite, « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. » Oui, parce que rappel, jamais. Tout à l'heure, on entendait Bayrou qui disait « Oui, vous avez eu toutes les preuves du contraire de ce que vous avancez », sauf que dès qu'on lui posait des questions, il était censé fournir des preuves et voilà. Il bottait en touche en disant « Oui, Vanier, vous êtes oui, mais vous êtes islamo-gauchiste. » Monsieur le Premier ministre, maintenez-vous aujourd'hui sous serment devant notre commission d'enquête cette déclaration? Monsieur Vanier, celui qui ment ce jour-là, le 11 février, ce n'est pas celui qui répond à la question, c'est celui qui pose la question. C'est-à-dire vous. Donc il dit vous avez menti, du coup c'est moi j'ai menti en retour. Vous avez fait allusion au fait que j'étais ministre de l'Éducation nationale. Vous Oui. avez dit que j'étais l'époux d'une professeure. C'est faux. Ma femme n'a jamais si. été professeure à Betaram. Elle est allée pendant 9 mois, 1 heure par semaine, faire de ce qu'on appelle l'éveil religieux. Alors, je suis pas un expert, mais quand tu fais des séances de 1 heure auprès des élèves pendant 9 mois, il me semble que ça s'appelle une année scolaire. Je suis pas expert, mais il me semble que 9 mois, c'est la durée de l'année scolaire à peu près. Donc elle était prof. Oui, elle était prof de catéchisme. Ok, elle était pas... Là, en fait, comment dire? Là, il utilise une technicalité. C'est que les profs de catéchisme ne sont pas des profs. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, ils sont pas reconnus par l'éducation nationale vu que c'est des profs de catéchisme. Donc, techniquement, elle n'était pas prof. Vu que c'est pas reconnu par l'éducation nationale. Mais bah, elle a quand même enseigné devant des élèves, quoi, genre, je sais pas. Jamais elle n'a été professeure à Betaram. C'était le contraire de ce que vous avez annoncé. À la limite, ça change rien. Alors, ça change strictement rien. Parce que ça veut dire qu'elle était dans l'établissement et qu'elle était proche de la vie scolaire des établissements et qu'elle était au contact des élèves. Vous dites, vous avez été saisi. Je n'ai pas été saisi. Il y a eu 25 ans de silence absolu. Et tout ce que je savais, je l'ai su par la presse. Je vais en apporter la démonstration. Donc là, encore une fois, il dit il y a eu 25 ans de silence absolu. Tout ce que j'ai su, je l'ai appris par la presse. Je rappelle qu'il allait rencontrer lui-même le juge en charge de l'affaire. Et enfin, vous avez choisi l'omerta pendant 30 ans. Ceux qui ont choisi l'omerta, c'est ceux qui savaient et n'ont rien dit. Et donc, je maintiens l'affirmation qui est la mienne. Je n'ai eu pas d'autre information comme ministre de l'Éducation nationale que par la presse et je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée. Et comme maire, et comme président de région.
Parce que c'est bien pratique de dire, dans le petit moment où j'étais, sachant que quand il était ministre de l'Éducation nationale, il savait, hein, parce qu'il avait rencontré le juge en charge de l'affaire, je crois, 1 an avant, un truc comme ça. Donc bref. Mais il était maire, il était président de région. Genre globalement, il n'a pas passé une année de sa vie où il n'était pas élu. Quand j'étais ministre, on m'a pas dit, sauf qu'on t'avait dit avant, t'avais dit après. Bref. Sa propre fille, mais sa propre fille le contredit totalement, oui. Et parce que comme sa fille, elle témoigne non pas de violence sexuelle, mais de violence physique, ça va, quoi, ça va. C'est pas de violence sexuelle, donc ça va. Ils ont juste tarté des gosses, quoi. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. Oui, sa propre fille a dit qu'il savait, ouais. Vous avez déclaré « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. » Vous l'avez fait devant la représentation nationale. Est-ce que vous maintenez sous serment cette déclaration? Je maintiens que les seules informations que j'ai eues étaient celles qui étaient dans le journal. Donc tu as été informé. Je n'en ai pas eu d'autres. Bah donc tu as été informé. Et j'ai les dates précises des articles des journaux. Et je n'ai pas eu d'autres informations, ce que votre question induisait. Vous nous dites donc aujourd'hui que vous disposiez des informations qui étaient disponibles dans la presse, ce qui est une affirmation qui est très différente de celle que vous avez assumée le 11 février dernier. Je veux dire que ce jour-là, Monsieur le Premier ministre, vous êtes catégorique. Vous avancez 2 preuves dans votre réponse pour marquer votre affirmation. Vous annoncez ce jour-là porter plainte en diffamation. Avez-vous, Monsieur le Premier ministre, porté cette plainte en diffamation La fille en question a été rouée de coups de pied jusqu'à ce qu'il pisse dessus de peur et de douleur. C'est plus que tarté. Oui, quand je dis tarté, c'est un langage métaphorique et fleuri. Et si oui, contre qui? Non, j'ai hésité. Mon intention était de porter plainte contre les organes de presse qui avaient annoncé que j'avais donné 1 million d'euros à Betterham cette année-là. C'était faux, j'avais l'intention de porter plainte. Puis je me suis dit que chaque fois que dans ces affaires, on porte plainte en diffamation, on sert ceux qui essaient de porter le scandale. Donc je ne l'ai pas fait. Il s'est dit, je vais pas porter plainte en diffamation, sinon ça va faire un effet stressant et les gens ils vont voir. Parce que dans la diffamation, il y a un truc qui s'appelle l'excuse de vérité. Ou bah si c'est vrai, est-ce que c'est vraiment de la diffamation? Est-ce que c'est de la liberté de l'information? Donc c'est plutôt ça, je pense, qui s'est passé dans sa tête. Vous nous dites donc aujourd'hui, vous revenez donc aujourd'hui sur votre déclaration du 11 février. Pourtant, ce 11 février, vous disposez déjà depuis plusieurs jours, depuis le 29 janvier. Vous avez évoqué le journal Mediapart. Il vous a adressé le 29 janvier une série de questions qui portent sur l'établissement Betterham. Tout indique donc que vous êtes informé de ces questionnements, que vous êtes préparé à répondre aux questions des députés sur ce sujet. Et vous choisissez donc de nier toute connaissance de votre part de ces faits de violence. Vous revenez aujourd'hui sur cette déclaration. Pourquoi cette attitude dans ce premier moment du 11 février qui consiste à tout nier de votre part? Là, on est encore sur le truc, voilà. Donc, pourquoi, pendant les questions au gouvernement, tu as dit « Je n'ai jamais su, je n'ai jamais eu d'informations, jamais de ma vie, etc. » Donc, il est en mode, clairement, tu as menti, hein, tu savais. Donc, pourquoi tu as menti? J'ai écouté beaucoup des séances de cette commission et votre méthode est absolument transparente. La vôtre, personnelle. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un vous apporte une réponse, vous traduisez cette réponse de manière que celui qui s'exprime, s'il ne fait pas attention, se trouve entraîné à des affirmations qui ne sont pas les siennes. Là, il a dit « Oups, mince, j'ai mal répondu. » Et le problème, c'est que du coup, j'ai répondu en disant un truc un petit peu trop vrai. Du coup, vous en avez profité pour continuer vos questions, alors qu'en vrai, j'aurais dû mentir. Mince. Et du coup, c'est vos méthodes, ça. C'est vos méthodes. C'est le POI, encore une fois. Lisez la meute. Donc, pourquoi j'ai changé d'avis? Je vous ai exprimé pourquoi je n'avais pas porté plainte pour diffamation après avoir hésité. Deuxièmement, je n'ai pas répondu au questionnaire de Mediapart parce que Mediapart n'est pas une autorité de la République. Ah ben tant mieux, parce qu'une commission d'enquête, c'est une autorité de la République. Le 29 janvier, vous recevez une série de questions qui vous sont adressées par ce journal. Vous êtes interrogé à l'Assemblée nationale le 11 février. Vous n'êtes pas préparé à répondre sur la question de votre connaissance ou ignorance de faits de violence physique, sexuelle à Betterham. Je répète que je n'ai pas eu d'autres informations. Il a sucé le Figaro après. Oui, il dit « Oui, je ne suis sous la coupe d'aucun journal. » Mais le Figaro, c'est pas pareil. Information sur les 2 événements qu'on va reprendre, j'espère, qui se sont passés à Betterham. Je n'ai pas eu d'autres informations que celles qui étaient dans la presse. En dehors de la conversation que j'ai eue avec le juge Mirande, et je vais vous expliquer qui est le juge Mirande, je n'ai pas eu d'autres informations. Mais en fait, c'est vraiment une dinguerie parce que son petit piège rhétorique un petit peu là, c'est de dire « j'ai pas eu d'autres informations que celles qui étaient dans la presse ».
Donc ça veut dire que tu avais bien lu la presse à l'époque et que tu n'as rien fait de ces informations. Genre, encore une fois, il était à différentes responsabilités d'État, hein, ou de mairie, ou de région, etc. Il répond à toutes les questions par j'ai des preuves. Alors oui, après, je pense que parce que très souvent dans les commissions d'enquête, tu peux transmettre des preuves, des éléments, etc., genre par écrit, etc., à la commission pour qu'elle la traite après pour le rapport de la commission. Et donc je pense que c'est pas des preuves qu'il va donner de vive voix, peut aussi s'en référer à des preuves qu'il va leur envoyer, tu vois, genre bref. Le 11 février, vous dites « je ne savais rien ». Le 12 février, vous dites « je ne savais rien à cette époque ». Le 15 février, vous dites « j'avais connaissance de violences physiques d'une claque. Pour le reste, les sévices sexuels, je n'en avais jamais entendu parler ». Et le 18 février, vous finissez par constater « est-ce que nous avons pu parler avec le juge Christian Mirande de ces accusations de viol qui visent le père Caracal, donc de violences sexuelles ?» Sans doute oui. Qu'est-ce qui explique qu'en 7 jours, vous faites varier à 4 reprises votre version concernant votre ignorance ou manifestement votre connaissance des faits de violence physique que vous constatez? Bon, voilà, clairement, Paul Vanny il montre une contradiction dans son truc, donc j'imagine qu'il va répondre « oui, la meute !» Monsieur le député, je regrette, je ne me laisserai pas entraîner par vous. Ma version n'a pas varié. Bah si, ta version, elle a sacrément varié quand même. Genre c'était « ah, je savais pas ». Ensuite « non, mais je savais pas pour les violences sexuelles, pas les autres ». Et là « non, mais en fait, oui, j'en ai parlé avec le juge ». Allô? Vous m'interrogez, vous, en montant à la tribune, pour m'accuser d'avoir protégé des pédocriminels. Vous, je peux vous lire la question si ça vous intéresse. Vous. Ah donc en fait il a passé toute la commission d'enquête à dire « oui mais vous m'avez demandé pourquoi j'ai pas protégé les enfants et ça c'est méchant. Du coup vous êtes méchant et c'est pour ça que... Et puis d'abord tout ça concorde, moi j'ai pas varié dans mes... Vous. Dans ma vie on m'a accusé de beaucoup de choses. Rarement de faits aussi ignominieusement graves. Et vous l'avez fait en insinuant que c'était comme ministre de l'Éducation ou n'ayant pas fait ce qu'il fallait comme ministre de l'Éducation. Je maintiens que comme ministre de l'Éducation nationale, à cette époque, je n'ai jamais eu d'autres informations que celles qui étaient parues dans le journal. J'étais ministre de l'Éducation nationale. J'étais député de cette circonscription. Je n'ai jamais entendu parler de faits de violence avant, de violence à ce point grave. On entendait parler, comme vous l'avez dit, de ces gifles ou qui en avaient eu. J'ai jamais entendu parler de violence. On racontait, il y avait des gifles, Bon, je vais vous expliquer, l'histoire est assez marrante d'ailleurs. Mais jamais, même si oui, on disait... Oui, c'est ça, c'est vraiment... Oui, c'est ça, c'est de fou, c'est vraiment sauf une fois au chalet, je te jure. Mais jamais je n'ai entendu parler de violences graves. Et jamais... Ah oui, parce que c'est pas une violence, oui. C'est ça que donner des gifles aux gosses, c'est pas un red flag, quoi. Et après, oui, vous me direz, lui aussi, il gifle des gamins, donc bon. Et c'est uniquement par la presse, en 1995 et 1997, que je n'ai entendu parler. Bah, donc, t'es au courant depuis 95. En fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il croit il dead ça. Bétaram, pour moi, encore une fois, je vous ai dit, entre 40 ans pour ma fille aînée et 25 ans pour mon dernier fils. Et je vous assure que Bétaram n'a jamais paru dans l'actualité ni dans ma préoccupation sur les 25 dernières années. Entre 95 et 97, j'étais au courant parce que je lisais la presse. Mais dans ces 25... Donc à partir des années 2000, plus rien. Ah bah attends, si depuis les années 2000, ils en ont pas reparlé, c'est que ça efface le reste. Pourquoi, dans les 25 dernières années, personne n'a rien dit? Pourquoi les magistrats n'ont rien dit? Pourquoi les avocats n'ont rien dit? Peut-être parce que les politiques n'en avaient rien à foutre. Et que comme les révélations dans la presse étaient inutiles parce qu'il n'y avait pas eu de réponse en face, ils se sont dit, bon ben ça sert à rien. Peut-être, éventuellement, je sais pas. Peut-être elle est la responsabilité aussi. Pendant 25 ans, après la mort de Caricar, il n'y a pas eu, à ma connaissance, un seul écho de... Ah ok, c'est pour ça l'élément de langage des 25 ans, c'est parce que le père Caricar, donc le mec qui est au cœur notamment des révélations de violences sexuelles, même si ce n'est pas le seul, bien évidemment, comme il s'est suicidé, enfin parce que en gros le scandale a explosé, et du coup il s'est suicidé, etc. Bah du coup, à partir du moment où il était mort, c'était bon, tu vois. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est bon, le problème a disparu, quoi. Oui, sachant que, oui, rappel, il y avait des problèmes, enfin le père Caricar n'était pas le seul à être violent, en fait, c'est aussi toute la communauté catholique qu'il y avait autour. Notamment, je crois, la fille de Bayrou, elle parlait d'un camp d'été ou un truc comme ça, qui est organisé par la même congrégation, etc. Donc, c'est... Monsieur le Premier ministre, vous nous dites je n'ai
n'avais pas de souvenir ou j'ai des difficultés à me remémorer des épisodes qui sont en effet éloignés dans le temps. Je peux parfaitement le concevoir. Vous auriez d'ailleurs sans doute pu nous le dire alors que vous étiez interrogé sur cette affaire Betterave, nous dire écoutez, je n'ai pas tous les éléments, je vais peut-être les chercher. Vous avez fait un choix très différent, celui d'affirmer catégoriquement, avec une très grande fermeté. Oui, c'est réel. Il aurait pu dire ah, c'était il y a longtemps, faudrait que je retrouve mes trucs, je saurais pas vous répondre maintenant, je vous répondrai par écrit, etc. Tu vois, genre il aurait pu plaider l'oubli, etc. Des trucs comme ça, mais non, il a dit non, c'est faux, mais jamais. Vous reconnaissez aujourd'hui finalement avoir été informé par la presse, nous dites-vous, nous allons y revenir. Je voudrais avancer dans le questionnement, et vous avez évoqué ce rapport d'inspection en 1996, puisque dès lors que vous étiez informé, vous nous le dites maintenant, se pose la question de savoir ce que vous avez fait de ces informations relatives à des violences physiques, sexuelles, sur des élèves de l'établissement Betterave. Vous avez donc engagé un rapport d'inspection de l'établissement en 1996. Mais je voudrais revenir toujours sur la chronologie, Monsieur le Premier ministre, sur les faits de la chronologie. C'est vrai que pour quelqu'un qui ne savait pas, c'est bizarre d'avoir demandé un rapport d'inspection sur l'établissement. En 1993, vous êtes déjà ministre de l'Éducation nationale depuis 9 mois, et un surveillant de Betterave est condamné par la justice pour avoir porté un coup sur la tête d'un élève. Ça, c'était rappel, hein, c'est l'histoire du surveillant qui a tapé tellement fort sur un élève qu'il en a perdu la vue. Mais donc c'est pas une petite affaire, genre il avait été condamné, le mec était ministre de l'audition, pardon, pas la vue, l'audition. Oui, pardon, perdu le oui, pas l'audition en effet. En janvier 1995, Françoise Gulung, enseignante à Betterave, vous écrit pour vous alerter sur les violences sur élèves dont elle a été témoin. Le 17 mars 1995, Françoise Gulung, là encore, vous interpelle cette fois directement à l'occasion d'une remise de décoration. Elle déclare sous serment devant notre commission d'enquête, je la cite, « Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Il ne m'a jamais répondu, je tente. Donc je suis allé à lui et je lui ai dit, c'est vraiment grave ce qu'il se passe à Betterave, il faut faire quelque chose. Et il m'a répondu, on exagère. Dans ces années 90, vous êtes à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi ne traitez-vous aucune de ces alertes, celles qui sont présentes dans la presse en 93, cette décision judiciaire en décembre 93, ce courrier en janvier 95, cette interpellation directe en mars 95. Ah, c'est pour ça il dit non, mais la meuf elle est devenue prof après, donc elle ment. Alors que ça change rien du fait qu'elle t'a interpellé. C'est la première fois que j'entends parler de ce jugement que vous évoquez d'un surveillant qui a donné un coup sur la tête. Jamais. Oui, mais excusez-moi, j'ai le droit de ne pas lire la presse. Mais tu viens de dire que t'avais lu la presse locale. Et là, tu dis tu lis plus la presse. Mais du coup, attends, t'as pas lu la presse, mais du coup, la meuf, elle t'a quand même alerté. Tu la lis ou tu la lis pas? Genre, explique. Genre, c'est quoi? C'est Mediapart? C'est la presse? C'est quoi? C'est tout? Et genre, je sais pas, t'es ministre de l'Éducation nationale, t'as bien des gens qui te font des revues de presse de tout ce qui concerne l'éducation. Je ne pouvais pas ignorer ce qui s'est passé en 1996. Je ne pouvais pas l'ignorer parce qu'il y a eu des articles de presse dans tout le pays. Il n'est pas vrai qu'il y a eu des articles de presse, ou en tout cas je ne les ai jamais vus, sur le jugement que vous évoquez. Je vais vous donner la chronologie précise pour voir ce que j'ai fait. La plainte est déposée le 11 décembre 1995 sur 2 faits, une gifle et ensuite une punition du perron qui a été classée sans suite. C'était dans les journaux le 9 avril 1996. Le 10 avril, je demande une inspection de l'établissement. Le 12 avril, l'inspecteur, dont le nom est Latrubès, se rend à Betterave. Il reçoit une vingtaine de personnes. Le 15 avril, il remet son rapport au recteur. Le 16 avril, le recteur me transmet ce rapport, dont nous lirons ensemble des passages, si vous voulez bien. La lettre du recteur me dit « Je viens de recevoir ce rapport. Il est sage, objectif et favorable à l'établissement, le recteur. Je demande un suivi au recteur, au-delà du rapport. Et vous allez voir que ce suivi a donné lieu en effet à des interventions de la part de l'établissement. Et le 14 mai, je publie, qui était en préparation depuis 3 mois, une circulaire contre les violences scolaires que j'avais commencé à préparer au mois de février. Sachant que le rapport en question mentionne une punition qui a failli mener à l'amputation d'un élève. Oui, mais le rapport est très favorable. En fait, c'est vraiment... Le recteur, il m'a dit « Oh, bah, le rapport, il est très bon. » Bah, du coup, je ne l'ai pas lu, vu qu'il n'y avait pas de problème. L'élève a été jeté dehors dans le froid en pleine nuit, hypothermie. Il a réussi à rejoindre son père en urgence par téléphone. Oh. Il dira plus tard dans l'audition qu'il n'a lu que la conclusion du rapport, pas le reste. Tout à l'heure, vous nous avez indiqué n'avoir été informé que par la presse de ces faits de violence. Et là, vous répondez « Pardon, mais je n'ai pas lu la presse, donc je ne pouvais pas être informé de mêmes faits de violence. » Mais au-delà de cette question, puisqu'en effet, on peut être plus ou moins attentif à une lecture de presse, il y a 2 alertes directes de Mme Gulung, enseignante dans l'établissement.
par courrier en janvier 1995 auprès de vous directement en mars 1995. Que faites-vous de ces 2 alertes de l'enseignante Madame Gulung? Ça, c'est le truc de OK, d'accord, t'as pas lu, OK, d'accord, super. Mais bon, la meuf qui t'a personnellement parlé de ça. Et moi, sous serment, je dis que Madame Gulung ne m'a informé de rien, je vais en apporter la preuve. Donc là, c'est voilà. Donc là, c'est en mode bon, il a trouvé son élément de langage. Ah, j'ai pas lu la presse. Ah, j'ai lu que la conclusion du rapport, j'ai pas lu le rapport, lol, parce que ça sert à rien les rapports, lol. Et la meuf qui est venue directement, ouais, non, j'ai les preuves que c'est pas vrai. Madame Gulung qui dit qu'elle avait alerté ma femme, et devant la commission, elle ne le dit plus. Madame Gulung dit que ma femme lui a dit ses enfants, on ne peut rien en faire. Et devant la commission, elle dit j'ai l'impression qu'elle n'a pas été attentive ou qu'elle n'a pas partagé mes demandes. Pas du tout que ma femme lui aurait dit cette phrase insensée qu'on ne peut rien faire de ses enfants. J'ai donc écouté attentivement la déposition de Madame Gulung. Donc en gros là, il vous explique que dans la presse, elle a dit que la femme de Bayrou lui aurait répondu que de toute façon ses enfants, on peut rien en faire, etc. En mode bon, de toute façon, ils méritent de se prendre des tartes parce que de toute façon, on peut rien en faire. Vous savez, parce que Betaram, c'était là aussi où on envoyait les enfants qui avaient des problèmes de comportement, etc. pour les redresser, parce que ça fait partie en fait de tout le système Betaram aussi. C'est assez fréquent dans les écoles privées catho d'ailleurs. Mais donc en gros, donc, il explique que dans la presse, elle a dit ça, et une fois sous serment, elle a juste dit que sa femme n'avait pas prêté particulièrement attention à ce qu'elle lui disait. Donc oui, et du coup, elle a quand même dit sous serment que ta femme s'en était battue les couilles. Voilà les 2 minutes, si vous permettez, que je trouvais d'abord... Alors, je vais être claire, je pense que je préside la commission. On a parlé de projection de 2 documents, mais pas de vidéo d'une personne qui était sous serment, et donc je n'accepterai pas que ce document soit soumis à la commission, puisqu'il n'était pas prévu. J'ai l'impression que ça vous embête. Non, ce qui m'embête, c'est que je vous ai demandé à l'avance les documents que vous alliez projeter. Vous m'avez donné une liste. C'était pas dans la liste. Vous m'avez demandé de vous soumettre à l'avance les documents. Et je n'avais aucune envie de vous soumettre les documents. Excusez-moi. Quoi? Attends, là, il est en mode, on projette une vidéo, elle est en mode, bah attends, non, tu ne l'as pas filé avant. Elle dit, ouais, mais moi, j'avais pas envie de vous filer les documents, hein. Désolé, moi, j'avais pas envie de vous donner la vidéo. Voilà, c'est tout. C'est pas comme si elle était publique sur le site de l'Assemblée nationale. Genre, mais qu'est-ce qu'il se fout de la gueule de qui, lui? Il se trouve que je n'ai pas eu le sentiment que la commission était totalement objective. Comme il y a des gens de gauche dans cette commission, je vous fais pas confiance, je vais pas filer mes documents. Du coup, je vous les montre quand même. Bah non, désolé, mais c'est la règle en fait. Allô, genre. Ça, c'est vraiment le mépris, quoi. C'est le Premier ministre qui est en mode non, mais vous, les députés, je m'en bats les couilles de vous. Je vais pas non plus respecter vos règles. Je vais quand même rappeler les bases. C'est une commission parlementaire, c'est une commission d'enquête. Le but, c'est de contrôler l'État et l'action de l'État. Vous êtes membre du gouvernement. Je pense qu'on est. Voilà, elle a identifié le même truc que moi, quoi. C'est en mode, ok, en fait, c'est le Premier ministre. Il est en mode, les députés, balèque, je peux les mépriser, quoi. Donc elle lui rappelle, non. Nous, on contrôle l'action de l'État. Toi, t'es l'État. Stop. Tout à fait dans nos prérogatives. Et je pense que quand on veut projeter un document, il est quand même de bonne loi de prévenir la présidente de la commission. De toute façon, c'est une vidéo qui est consultable sur le site de l'Assemblée. La commission l'a vue puisque les membres de la commission éducation sont membres de la commission d'enquête. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Le mec, il voulait faire un react comme ça, improvisé. Tu sais, il était dans la salle de la commission d'enquête, il fait hey, React, vidéo. Rappel, il a mis le bouquin La Meute en évidence. Mais bien sûr, mais de toute façon, toute sa stratégie, c'est d'instrumentaliser les orientations politiques pour se défausser de l'entièreté de ses responsabilités. C'est voilà quoi. Je vais vous lire cette affaire. Madame Gulung dit « Ma carrière s'est achevée dans des conditions particulièrement difficiles. J'avais fait le choix, on est en septembre 96, de ne pas demander de mutation, préférant assurer mes cours jusqu'au dernier jour. Ce choix que j'assumais pleinement m'a cependant valu l'exclusion du mouvement interne de l'enseignement privé peu après. Cette phrase est une pure et simple déformation de ce qui a été dit. Et je m'étonne qu'à l'Assemblée nationale, devant une commission aussi importante, on puisse accepter ou souhaiter une déformation des propos, parce que ce que Mme Gulung dit n'est pas du tout ça. Elle dit devant vous, sous serment, qu'elle n'a pas pu participer au mouvement parce qu'elle n'a pas demandé sa mutation et que le mouvement était clos. Je rappelle que vous le traduisez par « cela m'a valu une exclusion du mouvement de l'enseignement privé », comme si c'était une punition ou une sanction sur ce qu'elle a fait. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le compte-rendu de la commission n'est pas fidèle à... Je l'affirme, sous serment. Rappelle que la question de base, c'est la lanceuse d'alerte. Est-ce qu'elle a bien lancé l'alerte envers toi? Est-ce que, une fois qu'elle t'a dit les trucs, qu'est-ce que t'en sais? Oui, votre transcription n'est pas exacte,
car à un moment, elle dit qu'elle a été exclue du mouvement de l'enseignement privé, alors que c'était un petit peu sa faute. Donc, désolé, mais c'est très important. Quel rapport? Quel rapport? Réponds à la question. Il veut qu'on oublie. Oui, c'est ça, le but, c'est qu'on oublie la question. Oui. Vérifierai sur la vidéo. Madame Gulin dit je n'ai pas participé au mouvement parce qu'il était clos. Je suis rentré chez moi pendant les vacances et je me suis dit que je finirais sans doute par trouver un poste. Et quelques jours après seulement, pendant l'été 96, j'ai été appelé. Que voulez-vous, j'ai souvent été choisie dans ma vie, dit-elle, de mémoire. Hein. Bah, c'est une gâteau, oui. Et on m'a proposé, monsieur Vaillant m'a proposé un poste à Saintes. Donc, elle a dit oui, du coup, ça m'a un peu ostracisé du truc. Du coup, je suis rentré chez moi pour les vacances en me disant que bon, j'allais quand même trouver un poste. Et j'ai retrouvé un poste. J'étais peut-être en vacances depuis quelques jours, quand j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un qui s'appelait le père Vaillant. Le père Vaillant qui m'a dit « Bonjour madame, je sais que vous avez eu beaucoup de soucis à Notre-Dame de Bétarame. Ah, donc elle a eu des soucis. Mais moi, je dirige un établissement à Saintes où tout se passe bien, tout est agréable, et j'ai justement besoin d'un professeur de mathématiques. » Pas vraiment, justement. Alors je lui ai dit « J'ai besoin de réfléchir, et de toute façon, c'est trop tard, comment ferait-on » ? « Pas de problème, répond-il, je m'en arrangerai. » J'ai accepté. Alors, la pré-rentrée est arrivée. En général, dans un établissement scolaire, quand il y a un nouvel enseignant, il y a un peu la curiosité de tout le monde. Et en tout cas, on essaie de le recevoir. Là, j'ai 3 collègues, que je connais toujours d'ailleurs, qui m'ont reçu. Les autres étaient très... Je ne comprenais pas, mais ils n'étaient pas très... Ils ne tentaient pas vraiment de communiquer. Donc, la journée pré-rentrée entre. Moi, je suis certifié de mathématiques, dont le rectorat m'avait accordé un contrat de 18 heures de mathématiques en lycée. La journée de pré-rentrée se passe. Le chef d'établissement nous donne des fiches de poste. Sur ma fiche de poste, il y a quelques heures de mathématiques, quelques heures de physique et beaucoup d'heures de surveillance. C'était assez embarrassant comme situation. En général, les pré-rentrées sont le vendredi. Donc, je rentre chez moi, je réfléchis et je prends la décision que j'irai là où je suis censé être. Quand je suis censé donner un cours de maths, je donnerai le cours de mathématiques. Mais sur les autres horaires, j'expliquerai aux élèves qu'il y a certainement une erreur, que je les priais d'être sages et de s'occuper tranquillement. Voilà, ça a tenu à peu près une dizaine de jours, entre 10 et 15 jours, et j'ai été convoqué par le directeur, le père Vaillant, qui me convoque. Donc, je le salue poliment, et je lui dis « Je ne comprends pas ce qui se passe ». Et là, il me dit « En ces mots-là vraiment », dit-elle, « en ces mots-là vraiment, parce que c'est frappant quand même, vous êtes complètement idiote, vous n'avez pas compris que vous êtes là pour venger mon ami Caricart. » C'est ce qu'elle a déclaré sous serment devant vous. Oui. Ah ben c'est tout à fait intéressant parce que c'est en octobre, au plus tard, octobre 96, et que Caricart n'intervient dans cette affaire que 2 ans plus tard. Ah, j'ai compris. Il nous prend vraiment pour des cons. Je vous explique. Quand il dit Caricart intervient dans cette affaire que 2 ans plus tard, intervient dans cette affaire, ça veut dire qu'il est dénoncé, genre que ça sort dans la presse, etc. Sauf que lui, il essaie de nous faire croire que c'est que 2 ans plus tard que Caricart il violente des gosses. Et que du coup, elle ne pouvait pas dire que c'était pour venger Caricart, vu que c'est que 2 ans plus tard qu'il se fait pincer. Si. Avant ça, il violentait personne. Voilà. Mais et donc, elle a forcément menti, puisqu'il a été dénoncé 2 ans plus tard. Donc, c'est la preuve que 2 ans avant, il avait rien fait. En fait, oui, elle témoigne du fait qu'elle avait essayé de lancer l'alerte et qu'elle s'était faite placardiser avant que l'affaire ne sorte. Il vient de donner de répéter la preuve, le truc sous serment de la meuf, comme quoi tout le monde savait déjà avant, particulièrement le mec de Saintes. Et en effet, il y a quelqu'un dans le chat qui disait, il me semblait que Blast avait fait une enquête sur des dingueries similaires à Saintes. Il me semble que Saintes aussi avait des dingueries aussi, en effet. Donc, surtout le fait que ce soit un pote de Caricart, bref. Le texte, c'est que Caricart était plus là, mais ça a été démenti aujourd'hui à Info Libération. Bah oui, il était encore là. Genre, et puis même s'il était plus directeur, genre... Il était quand même protégé par le Vatican et tout, genre allô. Son argument c'est qu'il n'y avait pas d'affaire Caricart avant, donc Caricart pouvait pas lui en vouloir, alors que justement elle essayait de lancer l'affaire Caricart justement. Et puis elle a répondu en Libération qu'il avait encore des contacts et repassé périodiquement, ce qui est parfaitement logique. C'est pas parce que t'arrêtes d'être directeur d'un établissement que t'as plus de lien avec. Janvier, quand elle vous surtout dans les communautés catho. De toute façon, digression comme ça, voilà pour noyer le poisson. Bon, sauf que rappelle que la question de Vanier c'était cette meuf là, elle vous a prévenu, pourquoi vous avez rien fait? Rappelle que c'était ça la question. Pourquoi en janvier, en mars, ne vous saisissez-vous pas des alertes que Mme Gulin vous transmet pour engager une série d'actions, vous êtes à l'époque ministre de l'Éducation nationale, pour veiller à la sécurité des élèves de Bétarame? Monsieur Vanier, je vois bien la stratégie un peu pauvre que vous utilisez. Oh non, mais...
En fait, globalement, oui, globalement, dans toute la commission d'enquête, dès que Vanier posait une question, il y a vraiment un truc derrière, il disait oui, je connais vos méthodes, monsieur Vanier. Et sinon, c'était attendez, je noie le poisson. Parce qu'en fait, dans sa déposition, elle a dit ça sur sa mutation et que c'est pas vrai parce que l'autre, il était plus là, même s'il était encore là. Et du coup, c'est pas possible parce qu'après, il est mort plus tard. Je vois bien que vous voulez éviter cette question. Mais vous ne l'éviterez pas. Mais c'est toi qui veux éviter la question. C'est toi qui évites la question depuis tout à l'heure. Je vois bien que vous voulez éviter la question. Mais putain, mais c'est quoi de retourner la... Je vais essayer de discréditer la parole de la lanceur d'alerte pour se sauver comme à chaque fois. En fait, c'est ça, c'est que, encore une fois, toute sa strate, c'est pour ça qu'il a le bouquin La Meute, c'est pour ça qu'il essaie de décrédibiliser la lanceuse d'alerte sur des détails franchement très très prouvables à l'inverse, enfin bref, qui ne veulent absolument rien dire. C'est parce qu'en fait, comme il a rien pour se défendre, tout ce qu'il a à dire, c'est « vous n'avez pas honte de m'attaquer ». C'est tout, quoi. Je suis quotidiennement diffamé avec des affirmations qui reposent en grande partie sur le témoignage de cette dame, contre laquelle je n'ai rien, je n'ai jamais rencontré, ou si, une fois peut-être, elle est venue me dire bonjour, comme elle le dit dans cette rencontre. Donc si elle est venue te dire bonjour, comme elle le dit dans cette rencontre, tu valides donc son témoignage. Je répète, Madame Guling ne peut pas connaître Caricart, car Caricart est parti à Rome depuis des années, au moment où elle est recrutée dans l'établissement. Et elle dit que le père Vaillant lui dit c'est pour venger Caricart. Venger Caricart, je répète, Caricart se suicide en 2000, on est en 96. Il intervient dans cette affaire en 98, soit 2 ans après l'affirmation de Madame Guling. Donc je dis que l'affirmation qu'elle a faite sous serment devant vous est une affirmation qui ne peut pas tenir. Bah si, elle connaissait Caricart, parce que même s'il était parti au Vatican, il faisait des allers-retours et que de toute façon tout le monde le connaissait et que tout le monde pouvait témoigner de ce qu'il avait fait parce que tout le monde savait. Vaillant, il dit « je vais venger mon pote Caricart » parce que les gens savaient qu'elle essayait de faire sortir l'affaire et que la raison pour laquelle il était allé au Vatican, c'est précisément parce qu'il était protégé et que c'était pour le protéger justement qu'il était au Vatican. Et donc Vaillant avait toutes les raisons d'en vouloir à cette meuf. C'est logique. Quand il dit venger mon pote Caricart, c'est pas forcément venger de sa mort vu qu'il est pas encore mort. Ok, mais c'est le venger du reste, de tout ce qui a amené après à sa mise à l'écart au Vatican et à son suicide après, 2 ans plus tard. Elle voulait le dénoncer, ils se sont vengés, point barre. Donc je dis, j'affirme que cette dame, je veux pas utiliser le mot de mentir, je déteste ce mot que vous utilisez tant. Elle a affabulé devant la commission. Elle a pas menti, elle a menti. C'est pas pareil. Parce que non, il manque Caricart. Oui, c'est ça. C'est en fait la partie, évidemment, qu'il élude et voilà, c'est que Caricart, il revient dans l'établissement. C'est qu'il est plus directeur, il est un petit peu mis de côté, mais il a quand même une influence dans l'établissement. Il y retourne quand même, etc., etc. Genre, c'est en fait, mais parce que comme c'est le cœur de son argument, bah évidemment, il peut pas dire ça, quoi. Tu vois, là, il y a des témoignages de Rieu avec Caricart des années plus tard régulièrement. Mais oui, mais et encore une fois que même si elle n'avait jamais croisé Caricart personnellement, ça n'empêche pas qu'elle ait pu avoir vent de ses exactions et de vouloir les dénoncer. Ça remet pas en question le fait qu'elle aurait pu essayer de lancer l'alerte, vu que les gens savaient et qu'elle était en mode c'est une dinguerie. Je constate que vous n'avez pas fait d'enquête sur la suite de sa carrière, alors qu'elle dit qu'elle a eu beaucoup d'ennuis et qu'elle a été par la médecine scolaire réputée dérangée. Elle le dit devant vous. Et donc, cette dame-là, en témoignant devant vous, sous serment, elle n'a pas dit quelque chose de possible. Il vient de dire qu'elle est folle. Oh oui, il a dit qu'elle est folle. Mais que c'est la médecine scolaire qui le dit, donc ça va. Enfin, oui, et résultat, il n'a pas répondu à la question. Après avoir été sali tous les jours, je viens d'établir que le témoignage principal sur lequel étaient fondées les diffamations et les insinuations dont je suis l'objet, ce témoignage est impossible. Non, il est parfaitement possible, désolé. Non, t'as rien établi du tout. À part réussir à montrer comment t'instrumentalises politiquement ta position de Premier ministre pour ne pas te soumettre aux prérogatives de la représentation nationale qui est tenue de contrôler l'action du gouvernement. D'abord, je réponds la question précédente, parce que je ne veux pas dire que je n'ai pas répondu à une question. Qu'avez-vous fait des alertes écrites et orales de Madame Guling en 1995, à une époque où tous les éléments que vous amenez là, qui sont contestables, qui viennent d'être très largement invalidés par le rappel que ma collègue Violette Spielbout vient de faire, ces éléments-là, vous ne pouvez pas les avoir en votre possession, puisqu'ils sont ceux du débat de 2025. Monsieur Vanier, encore une fois, vous venez de faire la preuve de la méthode qui est la vôtre, c'est-à-dire, j'essaie de transformer ce qui est dit pour que... Je vais répondre à la question. Vanier réitère sa question. Et ça, c'est votre méthode, monsieur Vanier. J'en peux plus de ce type. Est-ce que j'ai été alerté par Madame de Guling? Non. Je n'ai pas eu de courrier. Madame Guling vient me voir, dit-elle, et je veux bien lui faire confiance, le 17 mars 1995. Et de quelle date est la plainte Lacoste Séris? 11 décembre 1995. 9 mois avant. Il n'y avait pas eu de plainte avant. Il n'y avait pas eu de signalement dans la presse. Et donc, j'ai pu répondre évasivement
car son affirmation ne reposait sur aucune plainte. C'est le principe d'une lanceuse d'alerte. C'est le principe de lancer une alerte. En fait, quand il y a une plainte, bah de fait, ça fait une alerte et que ça dit. Et en fait, c'est le principe de lancer une alerte. C'est que il n'y a pas encore de plainte. Mais que du coup, elle te dit attention, il y a des dingueries. Et en fait, du coup, bah, elle avait raison. Parce que les dingueries ont été révélées et ont été jugées après. Ah, Seigneur, donne-moi la patience. Il vient de dire qu'elle a bien alerté, mais il s'en est battu les couilles qu'il n'y avait rien dans la presse. Exactement. Donc il a dit, elle m'a alerté et j'ai ignoré ses alertes. Ça a le mérite d'être clair, vous me direz. Dans la misogynie, surtout, les femmes sont pas écoutées. Bah, l'entièreté des dominations, hein. C'est vraiment le patriarche raciste, catho-tradi. Enfin, il y a tout qui se mélange, quoi. Capitaliste, il y a tout. On va effectivement s'intéresser particulièrement à ce rapport d'inspection puisque, vous le savez, cette commission d'enquête s'intéresse en particulier à la façon dont sont menés les rapports des inspecteurs, que ce soit au niveau académique ou inspection générale de l'enseignement. Oui, donc là, c'est le truc de le rapport de l'inspection, il était nul à chier et il faut faire en sorte que l'inspection elle soit mieux parce que vu comment il était mal branlé votre rapport, tu m'étonnes que personne n'y ait... Ouais. C'était en réalité une inspection académique menée au service du rectorat, à la différence d'une inspection générale qui est au niveau du ministère et au niveau national. C'est important parce qu'une mission d'inspection générale, c'est plusieurs inspecteurs qui travaillent en équipe, qui sont très expérimentés, qui sont présents plusieurs jours dans l'établissement et qui disposent de moyens d'investigation uniques. L'inspection qui a été conduite ici à Bétharram, elle a été, à nos yeux, et dans le document et dans l'échange que nous avons eu lors de l'audition de M. Latrubès, très superficielle, puisqu'elle a été menée par un inspecteur seul, ce qui était totalement unique déjà à l'époque. Elle a été dépêchée du jour au lendemain sur place, c'est-à-dire que l'inspecteur a été commandé la veille de son déplacement à Bétharram. Il a dû s'organiser pour se déplacer sur place et il n'est resté que quelques heures dans l'établissement avant de rendre des conclusions dans des conditions là aussi tout à fait expresses. Donc en gros, le mec, on lui dit hey, demain tu vas à Bétharram. Il est en mode quoi? Attends, mais j'avais des trucs prévus demain. Non, tu vas à Bétharram demain. Il dit ok, il rentre dans l'établissement, il se balade, il dit ouais bah c'est cool et il repart. Ma première question, Monsieur le Premier ministre, c'est pourquoi ce choix, plutôt que de celui d'une inspection générale au regard des violences dont vous aviez entendu parler, de demander au recteur de diligenter une inspection au niveau académique? En fait, concrètement, il a demandé un rapport express pour dire qu'il n'y avait rien et que la plainte qui était posée n'était que un épiphénomène d'un établissement qui est au-delà de tout soupçon à part ça, quoi. Sachant que lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale, entre 93 et 97, vous avez commandé 38 enquêtes inspection générale, enquête administrative, c'est les deux mots, au niveau national, sur des établissements uniquement publics. Donc 38 sur le public, aucune sur le privé au niveau national, et celle-ci pour Bétharram, qui était au niveau local, on va dire, commandée à votre demande par le recteur. Ce n'était pas au niveau local, c'était au niveau rectoral. J'ai encore rétrospectivement toute confiance dans le recteur, et j'imagine que le recteur envoie un IPR, un inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie, et vous dites que ça a été fait rapidement. Il a entendu 20 personnes, 19 peut-être, entre 9h30 et 18h à Bétharram. Vous dites que c'était express, mais il a travaillé toute une journée quand même. Oui, c'est express, oui. T'as beau parler à 20 personnes pendant une journée, c'est pas une inspection longue, c'est pas une inspection fouillée, c'est pas un truc, t'es pas obligé de parler que à des gens dans l'établissement, faut parler aussi aux anciens, aux trucs, aux parents, Franchement, si on considère que c'est traité par-dessus la jambe, je trouve, moi, que c'est une vraie vérification. Vous me direz, pour un mec qui a jamais bossé de sa vie, oui. Si tu dis, ah, il a interrogé plein de personnes, il a fait ça en un jour, t'es en mode, bah, du coup, il les a écoutés combien de temps? Et il a pas eu le temps de recouper leurs témoignages, du coup, j'imagine. Il a pas eu le temps d'interroger des gens extérieurs à l'école, des parents d'élèves, des anciens profs, des anciens élèves, des gens qui étaient entre-temps sortis du truc. Non, mais c'est un très très bon... Il a travaillé un jour, vous vous rendez compte? Le 15 février, vous avez déclaré également à Pau vous souvenir avoir souhaité donc commander cette inspection au regard de la plainte qui a déclenché votre inquiétude, mais n'avoir aucune trace jusqu'à l'apparition du rapport dans le journal Le Figaro il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'au moment où vous déclarez ça, vous pensez ne jamais avoir reçu ce rapport d'inspection, le contenu de ce rapport d'inspection et les pièces jointes. C'est-à-dire que vous affirmez avoir commandé un rapport, mais ne pas avoir obtenu ni vérifié qu'il y avait des suites à ce rapport à cette époque, c'est bien cela? J'affirme que, bien loin de n'être intervenu en rien pour saisir les questions de Bétharram, je l'ai fait selon une procédure très rapide, exceptionnelle, et dont je considère, moi, qu'elle est sérieuse. Il considère tellement qu'elle est sérieuse qu'il a même pas lu. Et les conclusions du rapport sont très favorables à Bétharram. Et je peux vous lire la conclusion du rapport. Par un concours malheureux de circonstances, cet établissement vient de connaître des moments difficiles. La qualité du travail qui y est effectué, l'ambiance et les relations de confiance qui y règnent, et la volonté de changement qui existe à tous les niveaux sont autant d'éléments positifs et d'atouts
pour la réussite de Notre-Dame de Bétarame. Quand ils disent réussite, c'est avoir des bonnes notes. Parce qu'ils s'en battent les couilles des gosses. Tout ce qui compte, c'est est-ce qu'ils arrivent bien à avoir des bonnes notes? Est-ce qu'ils vont avoir leur bac? C'est ça, dans toute la phrase, c'est ça. Hein, quand il parle de la réussite de l'établissement, etc. En fait, il est juste en train de prouver que le recteur aussi, il a pas protégé les gosses contre les pédocriminels, quoi. Et contre les violences faites aux enfants en règle générale. Monsieur Latrubès a été envoyé par mes soins à Notre-Dame de Bétarame, avec l'accord du père Landel et de la direction diocésaine de l'enseignement libre. Le rapport me semble sage, objectif et favorable à Notre-Dame. Voilà le rapport du recteur qui double le rapport de l'inspecteur. Oui, ça veut dire, en effet, ça veut dire que l'école savait à l'avance l'arrivée de l'inspecteur et que l'école et le diocèse ont donné leur accord pour que l'inspecteur vienne. C'est pas du tout suspect. Et pourtant, alors même, en effet, comme dit Ramiels, alors même que dans le rapport, il y a les faits de violence. Putain. Il y a mis l'affaire où les recteurs veulent juste pas de vagues et éteignent les signalements. Bah oui, c'était l'affaire... suicide du jeune Lucas, je crois, où il y avait eu tout un truc qui avait un peu révélé tout le système d'Omerta et de manque de signalement, des violences, du harcèlement envers les enfants, etc. Et que ça remontait jusqu'au rectorat qui disent « Ah non, commencez pas à dénoncer, sinon on va être dans la merde. » quoi. Et, enfin, je suis d'accord qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai que ça avait été vraiment l'affaire médiatique où on était en mode « Ah oui, d'accord, l'ampleur de l'Omerta, genre vraiment pas de vague. » quoi. Conclusion de l'audition de Bayrou. Évidemment, il savait. Personne n'est dupe de rien. Là, j'ai vu, vous avez parlé dans le chat de Mediapart qui a déjà dit les 14 mensonges, Libération, qui a remis en question aussi le truc avec Guling, etc. Machin truc. Donc, globalement, tout ce qu'il a fait, c'est essayer de décrédibiliser l'entièreté de la commission d'enquête. Avouer des trucs qui lui foutent une balle dans le pied parce qu'il avoue qu'en vrai, il savait, quoi. Et noyer le poisson dès qu'on lui pose une question un petit peu gênante. Donc, finalement, admettre un peu sa culpabilité. En vrai de vrai, je crois Bayrou quand il dit qu'il ne savait pas parce que c'est la base du truc, d'entretenir le déni. Moi, je pense qu'il est très sincère dans son apologie des violences physiques. C'est le principe de l'Omerta. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu ne vois absolument pas le problème avec ce système de violence, évidemment que tu n'as pas à savoir, puisqu'il n'a entre guillemets rien à savoir, vu que c'est la norme. Tout en sachant la base du truc, c'est qu'en fait, il a aussi tout fait pour ne pas savoir et pour ignorer. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était au-delà de la normalité même de son monde que cela puisse poser problème, qu'il puisse y avoir même l'existence de violences envers les enfants. Il y a beaucoup de discours beaucoup plus récemment qui ont émergé sur l'aspect systémique des violences, les continuums des violences, sur l'importance des violences faites aux enfants, etc. Et je pense que très sincèrement, très candidement, comme pour lui c'est tout à fait normal de tarter des gosses, ouais, ça m'étonnerait pas qu'il ait pas lu la presse. Ça m'étonnerait pas que quand on lui a donné des alertes, il soit dit « Oh, boah, ça va qu'il est minimisé ». Parce que c'est vraiment, il représente ce système même de domination adulte, patriarcale, blanche, bourgeoise, etc. Il représente même ce truc. Donc pour lui, le fait que ce soit même un problème ne peut même pas l'atteindre. Et les gens qui disent que c'est un problème sont justement des gens qui sont contre lui, etc. etc. quoi. Au-delà de sa responsabilité, son attitude dit aussi beaucoup aussi de pourquoi la parole se libère pas. Bah, bien sûr. C'est même pas que les gens ne sont pas entendus, parce que s'ils étaient entendus, bien sûr que ce serait un scandale. Non, c'est qu'ils ont été entendus et qu'ils s'en sont battus les couilles. La normalité du milieu, c'est que bah oui, on envoie les gosses à Bétarame pour les punir, quoi. C'est normal. Parce qu'il faut punir les gosses. Les violences sexuelles, c'était condamnable à l'époque, et les violences sur enfants aussi, d'ailleurs, c'était les années 90, pas les années 50. Plus tard, Vanier dit qu'il y a plusieurs articles de presse sur Bétarame. À l'époque, il ment. Je dis pas qu'il n'a pas vu les articles de presse. Je suis même prêt à parier qu'il les a lus et qu'il n'a pas vu le problème. C'est-à-dire que oui, c'était condamnable à l'époque, mais est-ce que c'était si condamné? Surtout de la part d'un vieux gars pour qui c'est la norme qui a grandi à une époque où, oh là là, c'est vrai qu'en 68, à un moment, ils ont commencé à se poser la question de est-ce que... je sais pas quoi. Tu vois, genre, il y a un truc de... Enfin, mais les violences sexuelles, elles étaient condamnables depuis les années 70. Enfin, plutôt condamnées depuis les années 70. La domination adulte, elle était interrogée depuis les années 70. Mais il y a une telle inertie dans tout ça, parce qu'en fait, c'est tenu par des gens qui, encore une fois, entretiennent des espaces sociaux où la norme elle-même est inerte par rapport au reste de la société. Le rapport faisait 3 pages, il a sûrement lu et trouvé ça banal. Bah oui. Ou alors, il a dû se dire, oh là là, c'est vraiment honteux, mais c'est l'acte d'individu. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, son truc de il n'y a pas eu de problème depuis 25 ans,
Sous-entendu parce que le père Caricart s'est suicidé il y a 25 ans. En mode, ah ben Caricart a disparu, donc c'est bon, c'est fini. C'est aussi que il n'a aucune considération de l'aspect social de tout ça. Parce que fondamentalement, c'est un mec de droite individualiste que les violences, c'est la faute des violents. C'est pas la faute des systèmes qui les permettent. Ouais. C'est tellement normal pour lui qu'il a mis ses gosses. Mais bien sûr, probablement précisément parce qu'il y avait cette réputation de t'es élevé à la dure et t'en sors, bon petit soldat de la bourgeoisie, quoi. Chez beaucoup de familles, ça reste la norme, la punition corporelle sur les enfants, même si c'est légal, bien sûr. Et c'est encore plus condamné. Parce que condamnable, bon, ça c'est une probabilité, tu vois. Mais c'est encore plus condamné aujourd'hui, ça n'empêche pas que ça existe encore. Et en fait, c'est aussi ça, c'est que le système d'omerta est aussi un système de déresponsabilisation. Parce que comme il y a tellement de personnes, que ce soit le recteur qui minimise et qui fait de la lèche et qui de toute façon est un petit peu cul et chemise avec Bétaram, que ce soit les différents profs que ça arrange de dégager la folle. Quand je dis la folle, c'est parce qu'il traite la Madame Dulang là, de folle là. Que ce soit les parents d'élèves qui de toute façon ça les arrange bien de foutre une tarte à leur gosse. Et en fait que tout ça, ça permet de se déresponsabiliser, de dire au final, c'est un peu la faute du recteur, il aurait dû me le dire dans ça. C'est un peu la faute des profs, est-ce qu'ils n'auraient pas... Et en fait, ça permet de dire que c'est jamais ta faute, puisque le système fonctionne comme ça, quoi. Mais ouais, et quand c'est condamné, c'est de manière raciste aussi. Ah de toute façon, quand c'est condamné, c'est toujours déporté sur autre chose. Mais ça, c'est dans l'histoire de la condamnation des violences, ça a toujours été ça. Les violences ont toujours été exceptionnalisées, mises à distance. Et donc, quand tu la mets à distance, tu la rattaches à la figure du monstre qui est la plus proche, qui est généralement celle de l'étranger, celle du marginal, etc. etc. Donc, bien sûr. Enfin bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.